Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve comme à chaque fois pour le débriefing d'un show. Alors oui, c'est vrai que la semaine dernière, n'a eu qu'un seul, hein, malheureusement. Puis voilà, j'avais eu un léger manque de temps. D'ailleurs, je vais allumer la lumière parce que on voit rien. Voilà, c'est un peu mieux, justement. J'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve donc pour le débriefing du show de Raw, qui est donc le premier show de la WWE et le premier show à lancer comme à chaque fois, la semaine du catch en France et dans le monde. Et la question que tout le monde se pose, bien évidemment, dans ce show, c'est est-ce que ce show, à 2 semaines du Royal Rumble, alors que la route vers WrestleMania va bientôt débuter, est-ce que la WWE nous a offert un bon show? On avait été... Alors, je ne jugerai pas le show de l'année dernière parce que je ne l'ai pas regardé, malheureusement, en manque de temps. Mais en tout cas, la semaine, il y a 2 semaines, j'avais été relativement satisfait de ce show. J'avais même alors, il y avait quelques petites choses qu'on pouvait discuter, mais sur les faits, il y avait de belles choses, des choses bien construites, des choses bien travaillées. Et au final, eh bien, moi j'avais en tout cas été très satisfait du show en question. Et bien donc, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le show a été un grand show? Ont-ils continué Enfin, ont-ils fait qu'on appelle, ont-ils continué ou plutôt ont-ils régressé? On sait que la WWE a tendance littéralement à se reposer parfois sur leur laurier. Est-ce que Raw a enchaîné, pardon, 2 bons wrestling shows de suite? C'est ça la grande question. Et donc on a commencé avec Randy Orton qui est venu justement, qui a demandé à AJ de venir. Alors après, ça a eu un petit peu un duel entre guillemets. Et Drew McIntyre est venu, ce qui a donné justement le triple threat match entre les trois. Alors pour le segment déjà, le segment était de très très bonne qualité. Moi j'ai trouvé que AJ est bien évidemment incroyable, ça vous le savez, j'ai baissé un peu le son. Voilà, j'ai baissé légèrement le son, sinon on va pas s'entendre et c'est un petit peu pénible. Voilà, c'est un peu mieux. Donc clairement c'était super bien. Drew McIntyre que je le trouve très bon en speech ces derniers temps. Randy a peu parlé, donc on peut pas vraiment le juger. Mais franchement, c'était un super segment. Et le match, concrètement, entre les trois, a été d'excellente qualité, un excellent opener. On a notamment eu des associations assez équivoques, notamment entre Style et Randy Orton. On peut citer notamment l'intervention des OC, qui était bien pensée au début, comme ça, à la limite, ça justifiait pourquoi les OC ne venaient pas aider AJ en milieu de match. Euh, on a eu également notamment un escalier qui a été utilisé. Le show était très stiff, hein. Clairement, c'était un show assez stiff. D'ailleurs, justement, il y avait le Fist Fight qui aura lieu donc en fin de show, qu'on parlera et qu'on débriefera. Mais clairement, c'est un excellent match que j'ai vu et que j'ai trouvé franchement dans une très très bonne qualité. Voilà. Franchement, moi il y a pas mal de rebondissements. Le Style Clash qui est passé, ce qui est vraiment très bien. Honnêtement, le RKO qui est pas passé du côté de Style, mais croyez bien ou pas que le RKO passera avec Style à un moment donné. Franchement, j'ai adoré ce match et franchement, c'est rare de le dire clairement que un match m'ait fait autant saliver et c'est pas le seul qui m'a fait saliver. Oui, c'est un spoiler que je vous annonce. Bon, ensuite ça, on a eu Ricochet qui faisait face à Mojo Rawley. Bon, après, il n'y a aucune surprise, hein, bien évidemment, Ricochet qui a battu Mojo Rawley. Alors, on en parlera plus tard de Mojo Rawley. En tout cas, victoire assez classique, voilà, pour préparer le Royal Rumble match de Ricochet. Après cela, on a eu Charlotte Flair qui faisait face à Sarah Logan, la Marseillaise, qui donc, il n'y a pas eu grand chose non plus. C'est un peu le défaut de cette première heure, c'est qu'il y a eu un excellent match qui a eu lieu, et puis il y a eu 2 matchs qui finalement n'ont pas extrêmement évolué. Ça a même plutôt été un show, voilà, la suite qui a été relativement désastreux. Moi, j'ai trouvé franchement que c'était pas terrible. Ils ont fait un peu retomber le soufflet. Mais alors, un match, on peut l'accepter, bien évidemment. Mais alors, 2 matchs, ça commence à faire beaucoup. Et c'est vrai que Charlotte Flair contre Sarah Logan, franchement, je m'attendais à un duel plus serré. Je m'attendais à un duel où ça allait vraiment bastonner, que Charlotte gagne à la limite. C'est pas une surprise non plus, mais que Charlotte galère pas, franchement, ça m'a un peu surpris. J'ai même trouvé que Sarah Logan, elle, dans l'après-match, je l'ai trouvé assez curieuse, c'est-à-dire que elle dit dans une interview qu'il faudra que
Sarah Logan part en guerre et tout, mais oui, mais elle a même pas réussi à exister. C'est un petit peu particulier par rapport à ce match. Donc la première heure s'arrêtait à ce moment-là. Finalement, oh, ça va, ça va. Honnêtement, on va pas cracher dessus. C'était un bon début de show. Il y avait franchement, franchement, moi, j'ai pas envie de cracher sur le début de show. C'était un bon début de show. Il y avait vraiment un segment et quelque chose à nous mettre sous la dent. Donc forcément, c'était bien. Quel dommage d'ailleurs, qui bien évidemment, il y a eu les deux matchs qui peut-être de mon point de vue n'ont pas été, pour moi, a été un petit peu, on va dire, remplissage. Ça m'a un petit peu déçu. Après cela, on a eu segment Polyman, donc R-Truth, Polyman, Brock Lesnar. Euh, Clairement, je vais vous dire, j'ai trouvé ce segment extraordinaire. Honnêtement, alors certains ont peut-être trouvé ça ridicule, clairement, mais j'ai pas trouvé ça ridicule loin de là. Alors certes, on prend la décision, la WWE prend la décision de ne pas mettre Brock Lesnar avec les autres, ce qui peut se justifier, notamment sur le fait que peut-être il ne joue pas sur la même longueur d'onde, ce qui peut bien se passer. Mais j'ai trouvé ce segment extraordinaire parce que déjà, je trouvais que Paul Heyman et Brock Lesnar ont bien joué le coup avec le public, justement, le fait qu'ils voulaient partir, notamment sur le fait, voilà, c'est un peu une star qui, excusez-moi de dire ça, n'accepte pas se faire siffler. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très bien. J'ai trouvé que clairement c'était un des moments les plus intéressants. L'arrivée de R-Truth qui pouvait paraître étonnant mais que j'ai trouvé très bon, honnêtement, R-Truth qui m'a fait rire. Alors je sais que certains vont trouver que Rand Killings, donc aka R-Truth, est débile, clairement, il passe pour le benet, le simplet, enfin vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est pas dégueulasse en soi, ça me dérange pas, parce que je pense que du côté de R-Truth, ça reste une gimmick qui reste acceptable. Et même quand il se trompe, il parle du titre européen, il dit que c'est Polyman qu'il va affronter. Il va notamment, non pas à Suplex City, mais à Sioux Falls City ou un truc comme ça. C'est tellement du. Et d'ailleurs, quand il dit tu parles trop, etc., je trouve que c'est tellement bien fait que c'est excellent. Alors je sais qu'on le cantonne au titre 24/7, mais je pense que en Truth, il y a un truc à faire. Alors je sais que le 24/7 est souvent lié à un côté très comédie, mais je pense qu'on peut faire un truc avec R-Truth. Il a ce petit côté DX qui me plaît, ce côté enfin, complètement benet, qui me plaît bien et qui franchement moi m'a fait sourire. Honnêtement, ça m'a fait rire. Alors je sais que certains vont trouver ça ridicule parce qu'ils vont dire ah c'est R-Truth, putain ça fait chier, comment on peut crédit. Oui, alors encore une fois, je vais vous dire, alors je suis pas là pour vous donner voilà, pour vous dire comment regarder le catch, parce que clairement, j'ai pas le droit de le faire. Qui serais-je pour ainsi peu dire, voilà, comment oses-tu regarder le catch de cette façon, de cette façon? Pour moi, vous regardez le catch de la façon que vous voulez, mais moi, je vous dirais plutôt qu'il faut regarder le catch pour ce qu'il est. Il faut pas oublier que le catch, c'est pas simplement des combats. C'est pas simplement. Alors, je sais que la All Elite Wrestling n'a pas encore ce côté wrestling comédie, mais même ils l'ont quand même. Enfin, même si Orange Cassidy le fait, mais il faut pas considérer ça parce que le wrestling comedy a existé depuis la nuit des temps, il a existé dans les années 80, il a existé dans les années 90, années 2000 et années 2010, et il existera dans les années 2020 parce que la WWE, qu'on le veuille ou non, ça fait partie du lore de la World Wrestling Entertainment de tous les fans de catch. À un moment donné, c'est comme ça que ça marche. Alors soit tu l'acceptes et tu l'imbriques, mais tu peux pas dire ouais mais le show de catch il est nul parce que voilà il y a R-Truth qui vient, le segment il est nul. Non, parce que R-Truth de mon point de vue n'a pas été ridicule. Moi j'ai pas trouvé que R-Truth faisait tâche. Oui, surtout que il m'a fait sourire, il m'a fait rigoler. Et c'est ça le but d'un segment aussi, qui nous fasse rigoler. Quand DX imite Beckman, ça fait rire. Quand le Rock se fout de la gueule de je ne sais qui, ça fait rire. Quand Kane se met à faire des phrases à la Hulk Hogan et à faire un spinner Winnie, ça fait rire, ça fait partie du catch, ça fait partie du folklore. Quand Mae Young et Mark Henry font des choses assez bizarres, ça fait rire. Alors je sais que certains vont dire oui, mais c'est plus de la même génération. Je suis désolé, alors on va sûrement parler de ce qu'a dit Triple H dans une interview. Alors certes,
moi je peux concevoir que les gens n'aient pas apprécié, mais ça reste de l'humour, ça reste... L'humour, c'est important. Moi, j'estime, tu sais, alors je sais qu'on va encore me dire, oui, mais t'es vieux jeu, alors peut-être, hein, voilà, moi je le prends comme un compliment, mais moi je pars du principe que une blague, une blague, pour moi, si elle fait rire quelqu'un, pour moi, elle est drôle. Voilà, c'est pas ma vision d'une blague. Alors, vous, peut-être, vous trouvez ça pas drôle. Alors, je peux concevoir qu'une blague ne peut pas être drôle, mais pour moi, quand je vois certaines communautés, quand je vois certaines couilles de catch ou n'importe quelle autre communauté qui trouvent que c'est des blagues ambulantes, ça fait pas rire, qu'il faut pas rire de tout, je dis non, 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 attendez. On s'est battu pour la liberté. On peut pas. Alors voilà, c'est ça que je veux dire. On ne peut pas demander à avoir de la liberté d'expression et après exiger que on peut pas rire de tout. On peut pas demander les deux. Soit tu ris de tout et donc tu acceptes finalement que les blagues ne soient pas drôles et tu ne vois pas un quelconque, et malheureusement pour Triple H c'est de la maladresse, il a voulu faire une blague, elle a fait un bide, et finalement, bah, d'ailleurs Page a pas bien pris, mais je vous inquiétez pas que la discussion aura lieu entre la WWE, entre Hunter et Page, mais de toute façon, Page de toute façon, va devoir. Voilà, ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des blagues qui n'étaient pas drôles. Ça m'est déjà arrivé de faire des blagues qui ont fait rire le monde. Ça fait partie, malheureusement, du folklore. On fait des blagues. Moi, je suis premier à faire des blagues vaseuses, des blagues qui sont pas drôles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faire une blague, c'est comme ça. À un moment donné. Mais si, mais tu ne peux pas demander la liberté d'expression et dire non, t'as pas le droit de dire ça. Non, ça colle pas. Voilà. C'est c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible parce que et le segment c'est ça, c'est que si tu dis oh mais Chouf il est pas drôle, alors c'est ton avis encore une fois, il n'a pas le droit de faire ça, ce n'est pas drôle, c'est complètement con, un truc comme ça. Là pas clairement non, parce que là t'es en train de dire c'est un gros débile etc. Non, il joue le débile oui, mais aux dernières nouvelles, si toi t'as peut-être pas aimé, il faut aussi que tu dises pas, il faut quand même pas que tu dises ouais c'est pas drôle, enfin il faut être comme il faut ouvrir un petit peu votre horizon parce que c'est comme ça que ça marche. Ensuite, on a eu Bobby Lashley qui a donc fait face à Rousseff, et donc je vais éteindre la musique parce que vous l'avez compris, quand on éteint la musique, c'est qu'il y a un événement important. Pardon. Alors, donc c'est la victoire. Alors, j'ai quelques éléments. Alors, le match en lui-même, je l'ai trouvé, comment dire, Je- il y a des choses qui sont intéressantes à regarder. Je parle pas de Lana, bien évidemment, mais il y a des choses qui sont intéressantes à regarder. Il y a eu un bon Rousseff, il y a eu une bonne Lana. C'est-à-dire que Lana a été vraiment dans son rôle, et j'ai trouvé que c'était très bien. Et puis on était dans une configuration beaucoup plus classique. C'est fini le mariage, c'est fini tous les trucs. Maintenant, on est dans une configuration match de catch. Il y a eu deux matchs, concrètement. Il y a eu un premier match qui a été, si je me trompe bien, c'était un tables match ou un truc, etc. Et il y avait donc ce match qui a lieu à Raw. Il y a plusieurs choses qui m'ont gêné. Alors la première chose qui m'a gêné, la première, c'est déjà Liv Morgan. Liv Morgan, d'après ce que j'ai entendu la semaine dernière, a décidé de venir pour finalement s'incruster dans le match. Ok, alors elle s'est incrustée, mais elle s'est incrustée à la fin. Et là j'ai un problème. Déjà c'est mon premier problème. C'est-à-dire que on avait Lana, alors Lana est intervenue à la fin, mais il y avait Lana et il y avait Rousseff. Et il y avait Bobby Lashley. Et il y avait Liv Morgan. À un moment donné, tu fais ce qu'on appelle une potion. Cette potion, quand tu la lances, elle va entraîner un effet. Vous vous doutez bien que cet effet, soit il est positif, soit il est négatif. Il y en a certains qui vont trouver ça positif, il y en a certains qui vont trouver ça négatif. Mais en réalité, cette potion, il faut aussi qu'elle ait les bons ingrédients. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, c'est que Rousseff a sorti le bon ingrédient, mais Lashley a pas sorti le bon ingrédient. Je vais expliquer pourquoi. Lana a sorti le bon ingrédient, mais Liv Morgan, pourquoi elle apparaît aussi tard? Elle doit être présente dès le départ, quitte à protéger Rousseff, parce que je pense que c'est la première chose à faire, et qu'au final, elle finisse soit par s'incruster physiquement, et au final, après le truc de la fin, on peut le faire à la fin. C'est-à-dire que Lana et Liv, quitte à ce que Liv, à la limite, on voyait justement ce petit regard un peu malicieux
Mais ce regard, tu vois, où Liv regarde Lana, elle sait pas si elle doit. Voilà, je vais vous faire un truc assez particulier par rapport à Liv. Liv va voir Rousseff. Oui, il faut qu'on nous explique. Liv va voir Rousseff. Et Liv lui dit, bah écoute, je serai. Ou Rousseff va voir Liv. Liv, clairement, elle lui dit, écoute, je ne pourrais pas être, je ne sais pas. Enfin, après, il faut que ce soit logique parce qu'elle a dit qu'elle viendrait. Tu vois, ça va pas du tout. Pourquoi elle. Enfin, mais elle dit voilà. Et Rousseff lui dit, écoute, je sais qu'il s'est passé quelque chose entre vous, ce qui peut énerver Rousseff d'ailleurs, mais j'aimerais que tu viennes pas, parce que je sais ce qui s'est passé entre vous, et je n'accepterai pas qu'une personne qui ait fait des choses avec ma femme puisse se permettre de venir s'immiscer dans mon histoire. À partir de là, tu comprends. Le fan de catch, qui voit, il écoute, il y comprend. Il dit voilà, bah, Rousseff a pris la décision de demander à Liv Morgan de ne pas intervenir parce que pour ci, pour ça. Là, clairement, t'as compris. Et le truc, c'est que Liv ne dit rien, et après, finalement, le match commence, et là, tu vois Liv qui apparaît, et là, Rousseff qui regarde Liv en lui disant, mais je t'avais dit de pas intervenir. Et là, tu te dis, pose une question. Est-ce que Liv va pas s'allier avec Lana, et que tout ceci est un coup monté? Mais non, parce qu'elle fait le tour, et elle va voir Lana. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Liv finit par recevoir le coca enfin le soda dans la tronche, et c'est comme ça que les choses commencent. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui ont pris du soda dans la tronche, faut quand même le dire. Donc voilà, ça aurait été fait comme ça. Le souci, c'est que la Liv arrive à la fin, alors qu'elle a prévu de venir. Résultat, c'est quand même assez, voilà, c'est très particulier et ça nous manque un peu de contenu. Voilà, c'est mon point de vue là-dessus. Pour revenir au deuxième problème, c'est Bobby Lashley. Parce que Lana joue son rôle à merveille. Mais alors, Bobby Lashley, le problème de Bobby Lashley, si je peux le déterminer, le problème de Bobby Lashley, il est sur un point. On a en face de nous une force de la nature, que peut avoir notamment Brock Lesnar, Braun Strowman, ou d'autres big gars quand même assez puissants. Et le problème de Bobby Lashley, si je peux me permettre, notamment ça avait été un peu gommé avant sa blessure, mais le problème de Bobby Lashley, c'est que Bobby, aujourd'hui, ben, il en prend plein la tronche. Dans ce match-là, il en a pris quasiment plein la tronche. Il a eu quelques retours assez salutaires, mais à un moment donné, il n'y a eu quasiment rien. Alors je sais que tu veux pas que finalement c'est lui qui gagne, que c'est le heal de service, qu'il se la joue à opportuniste. Ok, mais moi, clairement, il y a un problème de gabarit quand c'est Seth Rollins qui le fait. Ça va, parce que Seth Rollins, il est quand même assez fin et tout ce que tu veux. Quand c'est le Miz qui le fait, pas besoin d'expliquer, vous comprenez pourquoi. Mais quand c'est, par exemple, un lutteur monstre, genre Mark Henry, genre Big Show, genre, même si Big Show l'a fait quelquefois, euh, quand c'est Braun Strowman, quand c'est, à un moment donné, Braun Strowman, quand c'est Brock Lesnar, tu peux pas jouer, tu peux pas dire à un moment donné, le mec, il va prendre plein la tronche. Alors peut-être, à un moment donné, tu peux être surpris, genre Brock Lesnar, il peut être surpris au début, par exemple, je sais pas si c'est Brock Lesnar qui aime Lana. Rousseff pourrait littéralement le surprendre et après revenir. Mais dans le cas de Bobby Lashley, il a pris tout le match. Et le problème de Bobby Lashley dans cette rivalité, si je peux me permettre, c'est que Bobby Lashley, il se cherche, il sait pas où il est dans cette rivalité. T'as le sentiment que dans cette rivalité, il manque cruellement de... En fait, la question que tout le monde se pose, c'est quel est mon rôle? Ouais, c'est ça le problème. Il pourrait être la domination. Il pourrait être le mec, tu vois, le macho. Il pourrait être limite être le macho de service qui se comporte comme un bonhomme, qui dit à Lana, ouais Lana, viens ici, qui se comporte qui dit par exemple, je prends un exemple. Voilà. Tu as un Rousseff, d'après ce que j'ai compris, qui veut du sexe, qui veut ci, qui veut ça. Et l'autre côté, d'après ce que j'ai compris, Rousseff, c'est un peu le manque de virilité aussi. On peut jouer entre les deux. Et là, tu as un Bobby Lashley hyper viril. Il fait attention à son corps, il fait attention à ce qu'il fait, il se fait très attention à comment il s'habille, etc., etc. Mais sur le ring, quand il affronte un mec, eh ben, tu sens que le mec, il va passer un sale quart d'heure. Parce qu'il est puissant,
et ce sentiment de puissance, Lana, elle kiffe. Et ça aurait été bien. Bon, ça n'a pas été mis en scène dans la rivalité, mais ça aurait pu être mis. C'est que le mec, à un moment donné, il veut du sexe, après ce que dit Lana, et ben on peut très bien dire, ouais, moi je suis un. Toi, lui il est puissant, toi t'es impuissant. En référence, bien évidemment, à la vie sexuelle. Ça aurait été sympa. Le truc, c'est que c'est pas mis en scène. Le truc, c'est que Bobby Lashley, à un moment donné, il aurait pu être cette puissance dominatrice aussi, que Lana kiffe. Imagine Lana qui se balade à côté et qui Lashley lui dit amène-toi, on doit y aller. C'est qui ce sort de virilité. Alors je sais que ça fait très macho comment je dis ça, mais ce côté viril, ce côté moi je suis l'homme et tu fermes ta gueule. Enfin, je le caricature, là, attention, hein, je dis pas que Bobby Lashley doit dire ça, parce qu'il va prendre les féministes au fest. Mais une manière de dire, allez viens chérie, on y va. Et là, Lana elle fait, oh là là, qu'est-ce qui me plaît quand il fait ça. Ça fait peut-être, alors je sais que certains diront, oui mais les féministes, comment une femme peut se faire mener en... Mais c'est pas grave, c'est de la mise en scène de toute façon. Et il est pas en train de l'humilier, il est en train de lui dire ah vas-y c'est moi qui gère et tout. Et c'est pas du voilà, ça peut être rigolo. Mais au lieu de ça, bah t'as un Bobby Lashley qui bouffe le sol toute la journée. Alors certes, il y a un match mixte la semaine prochaine. D'ailleurs, Liv Morgan en speechant, bah là j'ai toujours rien compris à ce qu'elle a dit. Donc voilà, ça aussi c'est un peu problématique, mais finalement voilà. Donc finalement, on clôture cette deuxième heure. Alors, je parle pas des Viking Riders qui pour moi, ça sert à rien d'en parler. Euh, un bon segment, mais un match pas terrible. Voilà, c'est dommage. La deuxième heure, elle avait bien commencé, mais elle s'est un petit peu dégradée. Ensuite, on a la signature de contrat entre Becky Lynch et Asuka. Bon, c'est à la musique. Quand j'étais à la musique, vous savez ce que ça veut dire. Alors, première chose. Alors, c'était un segment assez court où tu vois notamment Asuka qui parle que japonais, pourquoi pas, et Becky Lynch qui dit que le meilleur gagne et après elle dit ah, nanana. Alors, euh, Becky vend très bien le Green Mist. Ça, j'ai aucun problème là-dessus. La manière dont elle vend le Green Mist, il est très bien parce que limite, t'as l'impression qu'elle a pris de l'acide dans la tronche. Et je trouve que c'est très très bien fait. Ça, j'ai aucun problème là-dessus. Le souci, pour moi, si je peux me permettre, c'est que j'ai le sentiment que... Comment vous expliquer ça? Euh, j'ai l'impression qu'on ne sait pas où veut aller la WWE. C'est-à-dire qu'on nous explique, enfin moi, la 2 semaines, on m'a expliqué que dans la signature de contrat, enfin dans le contrat que veut signer Becky Lynch, il y avait une exigence, c'était qu'elle affronte Asuka. Ok, ok, bon, si tu veux, hein, on va dire que c'est le fameux ta gueule, c'est magique, mais pourquoi pas? Le souci, c'est que quand tu prends cette décision-là, il faut de la cohérence. 2 semaines après, donc elle va signer son contrat contre Asuka, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais après, moi j'aurais aimé, par exemple, qu'on en fasse mention. Par exemple, Becky aurait très bien pu dire, je ne veux pas mettre mon titre en jeu, je vais mettre par exemple, je sais pas, ma carrière en jeu. Parce que pour moi, c'est plus important de te battre. Alors, après, le truc, c'est qu'il faut le justifier. Par exemple, quand elle dit, c'est ça que c'est qu'elle dit à un moment donné, tu es la femme la plus dangereuse. Ah bon? Merci, téléphone. Oui, téléphone aussi. Tu es la femme la plus dangereuse que je connaisse. D'accord. Alors tu vends très bien, mais en quoi tu juges qu'elle est dangereuse? Parce que t'as mis de la poudre verte, tu es dangereuse. Non. Ce qui fait qu'elle aurait été dangereuse, c'est pas la poudre verte, c'est pas la brume verte, c'est pas le truc vert. Ça aurait été qu'elle, par exemple, que elle se fait littéralement défoncer. Allons jusqu'au bout des choses, que Becky Lynch se retrouve au sol. Alors le Green Mist, oui, mais Kerry Sane qui vient, qui s'en prenne à elle, qui la défonce, mais limite elle prend tout, la table, les chaises, et à la fin, complètement au sol, ça aurait été fort. Parce que ça aurait été une sacrée image. Ça aurait été une sacrée image parce que tu vois, c'est tellement.
Et à un moment donné, elle lui montre ce qu'on fait. Voilà, t'as signé ça, maintenant t'as signé ton arrêt de mort. Quitte à faire death, elle dit le mot death ou un truc comme ça aurait été bien. Mais au lieu de ça, t'as juste une meuf qui fait pfff. Et au final, Becky, elle vend très bien, mais alors Becky qui se fait avoir, mais comment tu peux te faire avoir à chaque fois? Moi, je veux bien que, à un moment donné, Azuka est imprévisible, mais tu vois, par exemple, ça aussi, ça va pas. Je vais prendre un exemple. Ça aussi, dans l'organisation, ça va pas. Kerry Sade, si j'ai bien compris, elle est pas là quand les deux signent le contrat. Mais moi, ce que j'aurais fait un truc plus structuré. Que Azuka veuille parler japonais, ça, bon, je m'en fous. Que certaines personnes se fassent surprendre. Charlotte pendant les matchs, comment elle s'appelle, Charlotte pendant les matchs, ou d'autres choses, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que, alors je crois savoir hein, pourquoi ils ont pris la décision de faire venir Kerry Sane comme ça. Parce qu'il fallait que, bien évidemment, qu'il y ait cette signature. Donc il fallait qu'elle mette la poudre verte pour pouvoir la lancer. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le timing n'est pas bon. C'est-à-dire que moi, ce que j'aurais fait un truc plus simple. J'aurais fait que Jerry Lawler les deux signes, parce que ça va super vite en plus. Et à partir de là, Kerry Sane commence à venir un petit peu chercher Becky. Becky lui attrape le parapluie. Et à partir de là, et ben, ça part. Ça aurait été plus structuré. Parce que là, clairement, clairement, tu te dis, mais comment elle peut se prendre la poudre verte? Comment cette poudre, enfin, je sais pas, il y a aucun... moi, je la vois à 3 mètres. Là. Enfin, si je la vois moi, comment elle peut pas le voir? Et je suis sûr que tout le monde, tous ceux qui ont vu qui voient cette vidéo, vous l'avez senti que ça allait arriver. Et en plus de ça, le côté, c'est la femme la plus dangereuse. Non, ce n'est pas la femme la plus dangereuse. C'est une femme parmi tant d'autres. Voilà, c'est tout. C'est qu'est-ce que Asuka a de plus que Charlotte Flair, que d'autres superstars qui, pour moi, elles sont un niveau au-dessus. Danger quoi? Parce qu'elle met de la poudre verte? C'est un peu léger quand même. Donc voilà. Donc après, on a eu un nouveau match entre Aleister Black et Buddy Murphy. Super match, encore une fois. De toute façon, quand il y a Aleister Black et Buddy Murphy ensemble, c'est du top niveau. N'ayons pas peur des mots, c'est un excellent match qui a été proposé entre Buddy Murphy et Aleister Black. Très stiff, plus stiff que d'habitude. Je trouvais d'ailleurs que le combat était extrêmement stiff et il faisait mal. Les coups étaient douloureux. Deux Black Mass. À un moment donné, Buddy Murphy, il a le droit de gagner. Il a le pied, il a le pied de Aleister Black qui, franchement, c'était un super match. Et il y a des événements qui se passent après. Alors, je vais pas parler de Mojo Rawley d'ailleurs qui prend le titre 24/7. Bah écoute, si ça peut le relancer, pourquoi pas. Hein. Mais voilà, franchement, j'ai adoré ce match que j'ai trouvé extraordinaire. Par contre, il y a une énorme incohérence. Une énorme incohérence parce que je vais être très clair par rapport à ça. Donc, après le match, Buddy Murphy, il est en mode putain, ma vie elle est nulle. Putain, qu'est-ce que ma vie? Ma vie est-il lassie? Il est en train de se poser des questions sur sa défaite. Pourquoi pas? Eric Rowan arrive. Eric Rowan, à ce moment précis, qu'est-ce qui se passe? Il arrive et on voit que Buddy Murphy, parce qu'il y a une caméra qui arrive, on le voit un peu. On le voit en train de réfléchir. Il est un peu plus dissimulé lors du main event, mais le truc c'est que, en fait, il faut éviter les caméras où tu peux le voir en fait. C'est-à-dire que tu sais qu'il est posté là maintenant. Moi, c'est un peu comme Freezer avec Dragon Ball Super. Alors certes, ils avaient réussi à faire une pirouette pour nous faire oublier C17, mais le truc c'est que quand tu nous montres un personnage, il faut surtout pas qu'on se le rappelle. Parce que moi, ce que j'aurais fait, je l'aurais mis là, j'aurais tout fait pour que les caméras ne le voient pas. J'aurais tout fait. Comme ça, le jour, au moment où il arrive, où il intervient, on se dit mais il est encore là lui. Parce que ça aurait été la surprise du chef. Quand Seth Rollins vient et lui dit, quand Seth Rollins déboule, descend, moi je sais qu'il est encore là. Alors tu sais, tu vas me dire oui, mais peut-être pendant les pubs, il peut repartir. Pour quelle raison?
Il est scotché là depuis 5 minutes, tu crois qu'il a une raison? Si, à partir du moment où il est scotché là, c'est qu'il y a une raison. Il reste pas, il est pas resté couché. Au moment où Eric Rowan est en train d'arriver, soit Eric Rowan décide de s'en prendre à lui et de le dégommer, ou il s'en prend à Eric Rowan, mais à partir du moment où il bouge pas, bah, on sait qu'il va y avoir une intervention. On ne s'attend peut-être pas à une intervention lors du main event, mais il y aura une intervention. C'est obligé. Donc tu nous spoil un peu le truc, alors certes, on ne sait pas pour qui l'intervention, mais il y aura quelque chose. C'est ça qui est dommage, c'est qu'au final, planque-le, laisse-le, quitte à le mettre sous le ring pendant un certain temps, et le mec, il serait ressorti, il se serait mis comme ça, et à partir de là, tu as le mec qui sort, t'as Seth Rollins qui arrive, vous fait, il est encore là lui. Et là, ça peut faire plus d'impact. Surtout que, on va pas parler d'Eric Rowan parce que le match il est, voilà, voilà. Pour le match, entre le main event, c'est un super main event. Honnêtement, le premier fist fight entre AOP et etc. etc. Le Messi de Raw, franchement, c'était un match de taré. Ça m'a fait penser un peu à NXT dans certains points, mais franchement, j'ai kiffé ce match. Le match était dynamique, il y a eu des spots de taré, t'as à un moment donné, t'as Kevin Owens qui se la joue Tony Hawks, enfin je sais, moi j'ai des références de vieux, qui attrape, qui monte sur la rampe, qui te fait une cannonball de tout en haut et qui dégringole. J'étais comme ça, j'ai fait. Ah ouais, la Senton Splash, il y a eu tellement de bons trucs que j'ai surkiffé. L'intervention de Buddy Murphy, elle peut paraître étonnante, mais j'ai trouvé que c'était très bien fait. J'ai adoré ce match. Voilà, excellent main event. Et c'est rare pour dire que la WWE, en général, ils se plantent dans le main event. Là, ils ont sorti un super main event à Raw. Voilà. Bon, bilan. Bah, le bilan, il est positif. Hein. Voilà, il est très positif. Il y a des choses à réajuster, qu'on soit clair là-dessus. La première heure est plutôt bonne. Parce que si tu vois, t'enlèves les deux matchs pourris, enfin les deux matchs anecdotiques, t'as quand même un gros match. Et t'as le segment de Lesnar. Tous les segments étaient plutôt bons. Le segment avec Lesnar était bon. C'est dommage, Lashley Rousseff, ça aurait pu être bien, mais voilà, il se le plante un peu. Alors, et après le main event et Aleister Black contre Buddy Murphy, extraordinaire. Voilà, extraordinaire. J'ai, je trouve que Raw revient. Alors, lentement, mais sûrement. Voilà, c'est comme un mec qui fait du sport et qui a de bons points, bah, finalement, il réussit. Voilà, franchement, super chaud. Franchement, je dis super chaud parce que clairement, on revenait de loin pour la WWE. Hein. Franchement, on revenait de très loin pour Raw. Et bah là, j'ai envie de te dire, là, clairement, on est en train de voir la WWE reprendre de la crédibilité du côté de Raw avec des rivalités qui peuvent paraître un peu étonnantes. Alors je sais que les rivalités, elles sont un peu voilà, mais il y a de très bons matchs à la WWE, il y a de très très bons segments, il y a de très très belles choses, et clairement, moi je reprends un peu espoir, alors que je m'étais dit, oh putain ça va être la merde, bah là je suis un peu plus confiant, parce que là, ça fait plusieurs fois que tu te dis, eh ben le show il est bon. Voilà, et ça c'est bien. Bravo à eux. Il faut continuer, faut continuer. La semaine prochaine, c'est le dernier show avant le Royal Rumble. C'est clairement le show, faut mettre le pâté. Faut mettre le pâté, ils ont un titruet, je crois. Ils ont un match mixte. Alors on verra, parce que voilà, là aussi, il y a aussi un autre match qui est proposé. Il va y avoir le Royal Rumble match. Ce serait bien aussi que Brock Lesnar soit aussi un petit peu plus mis en avant par rapport à tous les autres. Je pense notamment à Drew McIntyre, une Claymore Kick de Drew McIntyre à Lesnar serait vraiment impactant. Pardon. Mais clairement, c'est un super show et j'ai adoré. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien et je vous retrouve bien sûr très très vite pour une nouvelle émission sur Geek Sport. Allez, ciao tout le monde!